Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé avec le soutien du laboratoire Cerba de manière à nous aider, toutes et tous, encore une fois, à faire au mieux pour les patients en leur permettant d'évaluer les biomarqueurs urinaires qui sont aujourd'hui à disposition pour, à terme, on l'espère très vite, remplacer la fibroscopie qui est utilisée pour le suivi des tumeurs de vessie. C'est un fardeau pour les patients qui ont à subir ces examens, même si on fait tout pour leur confort et faire en sorte que ça se passe au mieux, ça reste quelque chose de pénible. Et si nous avons, grâce à ces biomarqueurs, la possibilité de remplacer la fibroscopie par un simple examen d'urine, eh bien, ce sera au grand bénéfice de tout le monde. Alors, encore faut-il bien évaluer ces biomarqueurs. On va voir comment. Et tout au long de la demi-heure à venir, nous allons aborder les différents sujets qui vont vous permettre d'optimiser votre pratique dans la prescription de ces biomarqueurs et dans leur réalisation. Précisément, je suis avec Madeleine Coudet, qui est pharmacienne biologiste au laboratoire Cerba, et le docteur Priscilla Léon, qui est urologue, membre du comité de cancérologie de l'AFU Vessie et installée en libéral à Royan, ce qui montre bien que, quel que soit l'exercice professionnel, on peut tout à fait participer au registre TVNIMAFU. Alors, de quoi allons-nous parler précisément, Priscilla, au cours de ce webinaire? Alors, on a décidé de vous faire un petit peu 3 volets. Je vous rappelle que pendant toute l'intervention, vous allez pouvoir poser vos questions. Il ne faut pas hésiter et on y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin, mais n'hésitez pas. Donc, le programme qu'on va développer, c'est comment l'Association française d'urologie, elle évalue les biomarqueurs urinaires. On va voir ce point-là avec le professeur Yann Neusillet. Comment optimiser la réalisation des tests urodiagnostiques avec les patients. Et ça, c'est le docteur Coudet qui va nous développer ce point. Et je vais essayer de vous montrer comment on peut optimiser les inclusions dans le registre TVNIM de l'Association française d'urologie. Merci beaucoup. Donc, sans perdre de temps, commençons donc par comment l'AFU évalue ces biomarqueurs urinaires. Il fallait que ce soit une société savante qui s'empare de la question pour des raisons qu'on va revoir très rapidement, qui sont celles tout simplement réglementaires d'utilisation de la ressource financière qu'est le RIHN pour faire au mieux de manière à ce que tout le monde puisse toucher le fonds qui va avec cette base d'évaluation d'innovation en diagnostic. Et donc, concernant les biomarqueurs urinaires, je vous le disais en introduction, la problématique actuelle est que pour surveiller les patients, on a comme gold standard la fibroscopie avec sa pénibilité pour le patient qui l'a subi, son risque infectieux et ne le négligeons pas, c'est très important, puisqu'on parlait d'argent avec le RIHN il y a quelques instants, son coût. Ça coûte de l'argent parce qu'il y a du matériel, soit à usage unique avec un impact écologique, soit à usage multiple, réutilisable, mais avec une stérilisation et donc quelque part aussi des conséquences écologiques et des coûts de stérilisation et de matériel d'usure qui sont conséquents. Ça nécessite du personnel et on sait combien notre personnel paramédical est en souffrance en termes de charge de travail, que tout moyen de réduire ce fardeau qu'est la fibroscopie, que ce soit pour les patients et pour les soignants, serait intéressant, mais on ne dispose pas de biomarqueurs à l'heure actuelle qui ait fait la preuve de son intérêt, sachant que ce que l'on attend du biomarqueur, c'est qu'il démontre que lorsqu'il est négatif, il n'est pas nécessaire de faire la fibroscopie parce qu'on a la certitude ou quasi-certitude que le patient n'a pas de tumeur. C'est donc sur la base de ce design que l'Association française d'urologie a décidé d'évaluer les biomarqueurs avec un premier biomarqueur qui est mesuré, testé dans le cadre du soin courant en même temps que l'on prescrit, on va voir dans quelles conditions, les examens préopératoires que l'on est de toute façon obligé de réaliser, ECBU, cytologie urinaire. Le patient a sa résection qui va confirmer, et c'est le but de la surveillance ensuite, que c'est une tumeur de vessie n'infiltrant pas le muscle. Et après, avant chaque fibroscopie, en même temps qu'on réalise l'examen pré-fibroscopie de contrôle de la stérilité des urines, on va organiser la réalisation du biomarqueur qui va permettre de comparer le résultat de la fibroscopie à celui du biomarqueur prescrit encore une fois dans le cadre du soin pour pouvoir voir si quand le biomarqueur dit noir, c'est noir et quand le biomarqueur dit blanc, c'est blanc. Avec un nombre suffisant de patients, on pourra démontrer scientifiquement sur une population en vie réelle, que ce ne seront pas 2-3 CHU experts qui auront utilisé des patients qui leur font confiance pour évaluer le biomarqueur, mais bien l'ensemble des urologues avec l'ensemble de la diversité
des patients français que les biomarqueurs sont bien efficients pour remplacer la fibroscopie. Alors, l'affût n'est pas parti de nulle part, on avait déjà les données préalables, on sait que les biomarqueurs sont déjà actuellement utilisables en soins courants, c'est qu'ils ont quand même une certaine performance, mais encore faut-il démontrer, et c'est ce que nous a dit la HAS, via la méthode que nous utilisons, que c'est bien vrai, en vie réelle pour tout le monde. Et la HAS soutient parfaitement cette démarche de l'Association française d'urologie, et notamment à travers l'utilisation qui est faite du fonds relatif au RIHN, parce que c'est exactement ce pourquoi le RIHN a été conçu, évaluer de manière indépendante, l'Association française d'urologie, une nouveauté, une innovation technologique, en l'occurrence les biomarqueurs urinaires, de manière à pouvoir fournir à la HAS des données prospectives de vie réelle qui permettent d'évaluer la qualité pratique pour le patient du test. Et si le test est effectivement avéré comme étant utile, la HAS derrière facilitera, vous vous en doutez bien, son remboursement comme n'importe quel autre acte de la nomenclature habituelle de biologie dont on a l'habitude. Alors, il y a parmi les biomarqueurs qui ont retenu l'attention de l'affût un biomarqueur historiquement le premier qui est Urodiag, fabriqué par l'industriel Oncodiag, et ce test est réalisé en partenariat avec les laboratoires Cerba. Ces laboratoires Cerba travaillent en partenariat avec l'affût comme d'autres laboratoires de manière à faciliter pour les urologues prescripteurs et surtout pour les patients qui vont faire le test la réalisation. On va revenir grâce au conseil de Priscilla sur comment optimiser cela. Mais clairement, le principe, c'est que le patient ne doit pas être amené à aller dans un laboratoire loin de chez lui. Et s'il fait habituellement ses examens dans un laboratoire Cerba, eh bien, il ne change pas ses habitudes. Il va simplement se voir remettre par son urologue une ordonnance supplémentaire pour faire le test dans le cadre du soin courant, pour faire ce test urodiag, de façon à ce que dans son laboratoire habituel, laboratoire, on va le voir avec Marie-Madeleine Coudet, qui est prévenue et qui sait comment gérer, grâce aux biologistes qui y travaillent, le biomarqueur, eh bien, le clinicien reçoive le résultat, l'intègre dans la base du registre qui a été mise au point par l'affût pour que les données soient, suite à une méthodologiste et à une méthodologie statistique rigoureuse, présentées à la HAS. Voilà donc le principe d'évaluation des biomarqueurs qui a été retenu par l'affût pour ces biomarqueurs urinaires. Des questions? Alors, on va voir ensuite comment optimiser la réalisation des tests urodiag avec les patients. Alors, dire effectivement, ça paraît très simple, mais en fait, urodiag, ce test, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une analyse génétique et épigénétique qui va être faite de manière concomitante sur un prélèvement extrêmement simple à réaliser, qui est un prélèvement d'urine. Donc, pourquoi rechercher à la fois du génétique et de l'épigénétique? C'est-à-dire qu'en fait, on sait que sur cette tumeur de vessie, on va avoir une fréquence importante de variants sur le gène FGFR3. Donc, ils vont pouvoir être ciblés de manière assez simple, mais pour être sûr justement d'être le plus exhaustif possible, il faut être capable justement d'aller regarder d'autres marqueurs, et le choix sur le test urodiag a été porté sur la quantification d'un pourcentage de méthylation sur certains gènes, donc 3 gènes, pour lesquels en fait une hyperméthylation est très clairement un signe révélateur de la présence justement de ces cellules tumorales. Donc avec un simple prélèvement d'urine qui va ensuite être filtré, puisque l'on travaille sur les cellules vésicales qui justement se retrouvent au sein de cette urine, et parmi ces cellules vésicales, on sait que certaines sont tumorales, eh bien on va pouvoir faire une extraction d'ADN, puis des PCR, et afin de pouvoir regarder ces différentes mutations et cette méthylation des 3 gènes qui nous intéressent. Pourquoi faire ce test? Eh bien, tout simplement parce que, comme l'a dit le professeur Nozillet, une cystoscopie, c'est quand même un acte invasif. Ici, on est juste sur un prélèvement d'urine, donc c'est un prélèvement extrêmement simple et complètement indolore. Cette analyse génétique et épigénétique, elle va être faite de manière extrêmement simple sur un échantillon d'une quantité tout à fait limitée et qui permet justement sur ce test d'avoir une sensibilité de 95% associée à une spécificité aux alentours des 76%. Il faut savoir que c'est des performances qui sont absolument similaires à ce qu'est la cystoscopie au niveau de la sensibilité et de la spécificité. Donc, ça remplace très clairement la cytologie urinaire qui, elle, est considérée comme peu précise pour, à terme, pouvoir réduire le nombre de cystoscopies, donc, qui est un examen invasif, et
comme le disait le professeur Musillet, réaliser si effectivement le test est blanc, de ne pas réaliser la cystoscopie, et s'il est noir, de le réaliser, donc d'être sûr de cette valeur prédictive positive. La réalisation du prélèvement de manière pratique. Donc, il faut savoir que justement l'urologue remet à son patient une fiche explicative, lui expliquant donc comment réaliser ce test urodiaque. C'est de manière très simple, on parle d'un protocole hydrique. Je pense qu'il faut extrêmement simplifier les choses pour ne pas avoir l'impression que c'est compliqué. Bien évidemment, il est important de boire de manière normale les 3 jours qui vont précéder, mais le plus important, c'est de surtout s'arrêter de boire aux alentours de 21 h avant la veille du repas. Pourquoi on dit 21 h? En gros, c'est de ne plus boire après le repas pour que derrière, on se retrouve avec une urine suffisamment concentrée. Mais derrière, le plus important et qui arrive, c'est que cette urine qui doit être prélevée doit être réellement la première urine du matin à jeun. Par la jeun, c'est le à jeun de manière liquide. Donc, il ne faut pas que le patient puisse boire pendant la nuit ou boire au matin au réveil. Et donc, cette première urine du matin, il faut absolument qu'elle soit réalisée de telle manière à ce que, même si le patient a une habitude d'aller uriner la nuit, il faut savoir que c'est cette urine de la nuit qui finalement va être la plus concentrée, parce que c'est souvent le facteur le plus important de rejet des tests par non-contributivité, parce qu'on ne récupère pas suffisamment de cellules vésicales à l'intérieur de notre échantillon d'urine, et donc on n'aura pas suffisamment d'ADN pour réaliser les tests qui sont nécessaires. Au niveau de pratico-pratique, au niveau du laboratoire d'analyse médicale, eh bien, c'est assez proche finalement comme recueil d'un recueil pour un ECB. À savoir que par contre, il est absolument important on ne peut effectuer ce recueil sur les monomètres qui sont faites spécifiquement justement pour les ECBU, parce qu'à l'intérieur du tube, vous avez un conservateur qui, lui, va influer sur nos tests PCR, et donc c'est à rejeter. Le plus simple, sachant que ce qu'il faut, c'est d'avoir un minimum de 120 ml, un minimum de 80 ml, mais le mieux, c'est d'avoir les pots de 120 ml qui correspondent à des pots de coprologie de manière assez simple, en sachant qu'il est extrêmement important de bien les fermer, parce qu'il arrive régulièrement qu'on se retrouve avec des pots qui fuient, et donc en sachant qu'on ne va pas pouvoir travailler sur un échantillon qui a fui. Donc, on n'aura plus que le volume qui restera à l'intérieur du flacon, ce qui souvent est un peu réduit. Donc, bien le fermer, pas de tube pour ECBU, et donc, de la même manière, éliminer le premier jet d'urine dans les toilettes et faire une petite toilette locale. C'est absolument suffisant pour dire à vos patients comment réaliser le test. Le mieux, c'est quand même qu'il puisse venir au laboratoire la veille, ou qu'on lui donne en amont son petit flacon, surtout pour les patients qui ont tendance justement à soit ne pas pouvoir se retenir beaucoup, soit effectivement uriner très tôt le matin pour pouvoir justement leur faciliter la vie. Je rappelle que le patient n'aura rien à payer, et le laboratoire qui réalise l'analyse ne sera pas facturé non plus par le laboratoire Cerba. C'est entre l'établissement du médecin prescripteur et le laboratoire Cerba, et ça ne passe en aucun cas ni par le patient, ni par le laboratoire, donc pas de facturation. Le délai de conservation, il est important parce que derrière, il va falloir expliquer à votre patient que si derrière, effectivement, il urine très tôt la nuit, durant la nuit, c'est pas grave, il peut très bien réaliser son prélèvement, et puis son petit pot, il va le mettre au frigo. Parce qu'effectivement, au-delà de 2 heures, à température ambiante, c'est moins bon puisqu'on a des cellules qui risquent d'éclater. Il faut, comme on l'a dit, on va filtrer notre urine. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est des cellules qui seraient restées de manière intacte dans l'urine. Donc le mieux, c'est quand même de pouvoir avoir un délai limité entre les deux. Si c'est au-delà de 2 heures, il le met au frigo, il n'y a aucun souci, et il l'apporte à son laboratoire. Le laboratoire, lui, il va le conserver au réfrigérateur en attendant justement le coursier pour que ça puisse partir au laboratoire Cerba. Et là aussi, tout ce cheminement va se faire entre +4 et +8. Donc, nous, on a besoin de les récupérer très rapidement, puisque, comme on l'a dit, on va avoir des cellules intactes pour pouvoir réaliser le filtrage et derrière l'extraction ADN. Merci beaucoup, Dr. Couderien. On est vraiment dans le cœur du sujet de ce webinaire, qui est vraiment d'améliorer la pratique. Et on se rend bien compte que prescrire un examen, c'est facile, mais le faire correctement, ça l'est moins. Dans ton expérience, Priscilla, est-ce que les patients
acceptent et sont contents de participer à ce registre, ou est-ce qu'ils le vivent comme une contrainte? Non, au contraire, les patients sont très contents de participer au registre. Déjà parce que beaucoup de patients trouvent que c'est important de faire avancer les choses et participer à cela, c'est quelque chose qui leur importe. Et surtout, en fait, ça ne change rien dans leur parcours de soins. Les patients, ils viennent nous voir au même rythme, ils auront les mêmes examens que ceux qu'on a prévus habituellement pour eux dans le suivi, leur cystoscopie, leur surveillance. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment de contrainte. Il n'y a pas d'examen invasif en plus, ça va être juste un dépôt d'urine à faire voilà, dans les conditions qu'on vient de voir, mais c'est très simple. Et donc, si par la suite, on leur explique bien qu'à terme, avec des cohortes de patients importants, on va peut-être pouvoir changer réellement la qualité de vie des patients, ben, ils ont plutôt tous envie de participer, même s'ils sont au début d'une maladie qui n'appréhendent pas toujours très bien, ils comprennent qu'il y a un vrai enjeu de santé publique pour tout le monde. Et donc, non, ils sont contents et heureux de participer et tous les patients en général sont d'accord et on n'a aucun souci de refus. C'est un signal très positif. Après, on voit qu'il faut effectivement que le patient réalise le prélèvement dans de bonnes conditions. Est-ce qu'on peut lui conseiller d'aller voir son laboratoire Cerba en amont pour récupérer le flacon, par exemple? Est-ce que ça fait partie des choses possibles? C'est tout à fait possible. Alors, il est assez simple parce que derrière, s'il a besoin, effectivement, s'il ne va pas d'habitude à un laboratoire Cerba, il ne saura pas forcément où le trouver. C'est très simple. Il suffit d'aller sur un site internet, cerballiance.fr. Regardez, on a un maillage national qui est quand même assez important, qui va permettre d'avoir des laboratoires de proximité, d'éviter qu'il ait à faire trop de distance pour pouvoir justement réaliser son prélèvement. Aller en amont, récupérer son pot, parce que c'est quand même beaucoup plus simple pour être sûr d'avoir vraiment la première urine du matin. Si tant est qu'il n'y ait pas de laboratoire Cerballiance juste à côté de chez lui, nous avons d'autres laboratoires qui sont partenaires, que ce sont les laboratoires des biologistes indépendants, les LBI. Là aussi, on a un site internet, il peut aller regarder si derrière il y en a plus proche de chez lui, ou pareil avec Unilabs, qui vont les deux nous transmettre le prélèvement de la même manière que s'ils avaient fait dans un Cerballiance, et donc dans les mêmes conditions, et là aussi, aucune facturation et des prélèvements transmis dans des délais qui sont tout à fait importants pour les réaliser ensuite au laboratoire. Et donc, Yann, est-ce que toi, tu pourrais un petit peu nous expliquer comment on fait pour inclure en fait les patients, comment faire pour essayer d'inclure le plus possible ces patients? Merci, c'est vrai que merci de ces conseils, parce que c'est vrai que dire aux patients, vous allez dans votre laboratoire habituel, c'est le premier point essentiel pour faciliter les choses. Et l'autre chose, c'est plus par contre de notre côté prescripteur d'y penser. Je crois que c'est la première chose, c'est de rendre systématique, sous-cortical, réflexe, l'idée de je programme une résection endoscopique de vessie. Ce patient va certainement avoir beaucoup de fibroscopie par la suite. Autant que les fibroscopies qu'il doit subir actuellement, parce que c'est la recommandation, permettent d'évaluer en parallèle le biomarqueur de mon choix, parce que je suis prescripteur et que c'est du soin courant, c'est moi qui fais la prescription, de façon à ce que ce ne soit pas un patient, entre guillemets, perdu pour l'avenir des patients qu'on sera peut-être tous un jour. Et donc, bien penser, avant toute chose, je programme une résection endoscopique de vessie, quel biomarqueur je peux prescrire à mon patient, et c'est en ça où les services que rendent les laboratoires Cerba vis-à-vis des patients sont très appréciés, c'est que ça permet de faciliter au maximum, grâce aux différents partenariats que vous avez, le recueil des urines, même si, de fait, il n'y a pas forcément un laboratoire juste à côté. On peut toujours trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas de patients perdus pour évaluer ces biomarqueurs. Après, de toute façon, le patient doit faire ses examens d'urine. Donc, comme tu le disais très bien, Priscilla, ça ne change pas son parcours de soins. Il n'y a pas de pénibilité. Ce n'est pas un examen invasif. Il n'y a pas une prise de sang. On ne va pas lui faire mal. Il doit uriner. Et si c'est ses urines de la nuit, effectivement, pour les hommes, ce qui est le plus simple, ou celle du matin pour une femme, eh bien, ils ne font que faire ce qu'ils font habituellement. Ça ne change rien. Donc, les seules choses, ce serait de ne pas surréaliser finalement de biomarqueurs en étant trop systématique. Et il est certain que le but étant d'évaluer l'intérêt de la fibroscopie de suivi pour les tumeurs n'infiltrant pas le muscle, si à l'évidence le patient a, d'après notre examen clinique, d'après la vision qu'on a de la tumeur lorsqu'on la voit en fibroscopie, une tumeur infiltrant le muscle, alors ce n'est pas la peine de gâcher de la ressource à prescrire un biomarqueur, puisque derrière, on n'en tirera pas d'intérêt pour le patient. Il n'aura pas de poursuite de suivi, il va devoir certainement avoir soit une cystectomie, soit parfois, s'il en a
les critères, une radiochimiothérapie. Donc, ces patients avec des tumeurs évidemment infiltrant le muscle, d'après les examens d'imagerie ou les examens cliniques, ne sont pas à inclure dans le registre. En revanche, pour tous les autres, il faut, comme tu le disais, Priscilla, expliquer le protocole, qui est le protocole que vous nous avez rappelé, qui est extrêmement simple finalement. Simplement une question de moment du recueil à faire pour que ce soit le plus optimal. Remettre l'ordonnance, chose qui ne demande pas beaucoup d'efforts pour un neurologue. Il n'y a pas de consentement particulier, il n'y a pas de recueil de consentement à signer, puisqu'on est dans du soin courant, et ça c'est très important de l'expliquer. Le registre est un registre qui est prospectif, parce que lui collecte des données à partir du moment où il a été créé vers l'avenir. En revanche, les données sont analysées de manière rétrospective, et donc en cela, ce n'est pas une étude prospective, c'est une étude rétrospective sur données. C'est un peu de la linguistique, mais ça a son importance d'un point de vue réglementaire parce que ça simplifie grandement l'utilisation qu'on a à faire des données des patients. Non pas qu'on n'ait pas besoin de leur consentement ou qu'on veuille s'en affranchir, mais que tout simplement, puisqu'ils fournissent en quelque sorte de la donnée biologique, autant qu'elle soit utilisée utilement pour la collectivité plutôt que de finalement jeter ses urines dans les toilettes. Et puis, donc, ces ordonnances types, elles sont extrêmement simples. Le formulaire est disponible sur le site Urofrance ou d'ailleurs, on y reviendra en conclusion, vous pourrez retrouver ce webinaire en vidéo en replay. Ce sont des téléchargeables en PDF. Vous pouvez les mettre sur vos ordinateurs à l'hôpital, en clinique, au cabinet, de manière à l'imprimer et à la compléter très simplement, l'état civil du patient. Éventuellement, il peut rajouter ou vous rajoutez son adresse et vous lui remettez en cochant juste des cases importantes. Est-ce que c'est pour un premier diagnostic initial ou est-ce que c'est pour du suivi, de façon à ce que simplement le test soit pris en charge correctement avec les antécédents pour l'ATEC ou l'attaché de recherche clinique qui va après récolter les données. Une fois que cela est fait, tous les patients que vous voyez en consultation de manière prospective, vous pouvez facilement les faire participer au registre. Si vous êtes, comme Priscilla, dans une équipe de renom avec plusieurs collaborateurs, mais que tous ne sont pas aussi investis dans le registre, eh bien, il est tout à fait possible de se prêter une petite veille, c'est ce que je fais personnellement à Foch, où tous les dimanches, eh bien, je regarde sur le programme opératoire jusqu'à ce que celui-ci me limite la vision du futur. Toutes les résections endoscopiques de vessie programmées, donc dans notre centre, il y en a particulièrement beaucoup, mais à l'échelle de centres peut-être un peu moins experts dans le domaine de la tumeur de vessie, ce sont des volumes qui ne nécessitent pas des heures de travail, je vous rassure, et simplement signaler après aux collègues, à qui un SMS, à qui un petit mail, pour lui dire ce patient, j'ai regardé le dossier, il n'est pas prévu dans le registre, est-ce que tu veux que je l'appelle pour lui proposer de le faire, ou est-ce que tu veux que je lui envoie l'ordonnance pour que ce ne soit pas, encore une fois, un patient perdu, parce que on a besoin de faire progresser cette prise en charge des patients et que chaque patient qui ne rentre pas dans le registre, quelque part, c'est un patient qui ne rend pas service aux tous les autres patients et que pour l'urologue qui ne l'a pas inclus, c'est un peu une perte de son temps de travail. Toi, Priscilla, comment fais-tu en pratique pour améliorer le recrutement? Alors, pour améliorer le recrutement, donc effectivement, j'ai un petit peu la même stratégie que la tienne. Donc, au moment où je vois les patients, donc la plupart, on les voit au moment de la cystoscopie, à ce moment-là, je confirme avec la cystoscopie qu'il y a une tumeur qui va nécessiter une résection, vraisemblablement pas de critères de tumeur infiltrante, et donc dans ces cas-là, un patient qui relève du registre. Et donc, pendant la cystoscopie, je lui propose du coup de faire cet examen, donc le test au laboratoire. Donc, je vais lui remettre l'ordonnance type dont on a parlé. Donc là, typiquement, c'est des ordonnances où nous, elles ont été préfaites avec notre nom. Toute la partie est déjà remplie avec notre nom pour simplifier les choses. Et où effectivement, à part mettre son identité et cocher si je suis sur le premier test, parce que le patient rentre tout juste dans le registre, ou si, comme on commence à avoir des patients qu'on a au cours du suivi, on est en suivi. Et ensuite, le patient, les laboratoires, on lui indique où ils sont. Alors nous, on a globalement 2 laboratoires, donc c'est assez simple de pouvoir leur dire est-ce que c'est leur laboratoire habituel ou pas. Et en fonction de ça, le patient, on lui réexplique la procédure, on va lui remettre, en plus de cette ordonnance type, comment bien faire le test. Donc tout ce qu'on a revu auparavant dans ce webinaire, on lui remet par écrit. Ça lui remet aussi les choses un petit peu en tête pour essayer d'optimiser et que justement, on n'ait pas ces problèmes de test qui
pour lesquels les patients vont être volontaires, vont vouloir le faire, mais mal fait et qui ne sera pas interprétable. Donc ça, c'est quelque chose vraiment d'essentiel et ça permet vraiment de refixer les choses et d'expliquer aux patients. On leur réexplique un petit peu comment le circuit va être réalisé. Et donc, c'est vrai que c'est des choses où des fois, ils nous disent, est-ce que je vais recevoir un résultat? Comment ça va se passer? Donc, c'est vrai que nous, on reçoit les résultats en version papier et informatique. Donc, ça a aussi ce côté, mais on va l'avoir en différé, de savoir où on en est pour nos patients. Est-ce que le test peut être fait? Et s'il est fait, bah, on va avoir indication positive ou négative, mais souvent, comme on l'a à distance, pour l'instant, on n'en a pas, on va dire, ça ne va pas changer ce qu'on fait pour le patient actuellement. Et éventuellement, quand c'est fait dans un délai qui est vraiment en amont de la résection, si on se rend compte que le test n'a pas pu être fait, éventuellement d'avoir la possibilité de le refaire. Et donc ça, c'est quelque chose d'important et c'est vrai qu'il faut discuter suivant comment vous êtes organisé sans doute au niveau des centres pour éventuellement pouvoir essayer d'avoir la possibilité de faire vous-même en tant qu'urologue le test, éventuellement même avant la résection, ou si jamais le patient n'a pas pu le faire ou qu'il n'est pas interprétable, d'avoir encore cette possibilité tant qu'il n'est pas resséqué de le faire. Donc ça, c'est des stratégies un petit peu à discuter suivant les endroits. Est-ce que vous pourriez avoir les pots, comment ils peuvent être acheminés au laboratoire pour avoir ces éléments de réponse et perdre le moins possible de patients. Et ensuite, on a le monitoring des patients. Alors, la base avec le registre est très bien faite. Il n'y a pas besoin de vous construire d'autres bases à part Excel ou cahier. Après, chacun doit trouver un petit peu comment il optimise les choses. C'est vrai que nous, dans notre centre, on est 5 urologues. Donc, on a un cahier pour qu'en fait, je puisse avoir aussi les informations des collègues. Et ce qui permet, si jamais ils n'ont pas le temps, moi, ça me permet de les inclure dans la base. Mais sinon, directement dans la base qui est faite par la FUS, ça se fait très bien et c'est quelque chose de très intuitif et il n'y a pas de choses compliquées. Et de temps en temps, de pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe. Et c'est vrai qu'en regardant un petit peu, surtout au départ où on l'a lancé, ben, je voulais comprendre est-ce qu'il y avait des choses qu'on pouvait optimiser pour être sûr de ne pas perdre des patients. Et c'est vrai que on s'est rendu compte que des fois, on donnait l'ordonnance aux patients, ils disaient oui, oui, et en fait, ils n'allaient pas faire le test. Ça, c'est un premier écueil. Ça arrive forcément dans toutes les études, mais le problème, c'est que dans ces cas-là, quand il arrivait pour la résection, une fois qu'il est dans la structure, on n'avait pas au départ la possibilité de pouvoir refaire ce test. Donc, c'est un patient qu'on perdait pour le registre. Donc, ça, c'est un des premiers écueils. Là, on peut voir, il y a des patients qu'on a déjà bien suivis, donc ça nous permet de voir un petit peu les dates où la cysto va être refaite et d'avoir un système un petit peu d'alerte et d'alarme pour se dire « Ah, c'est sa cysto, c'est vrai, lui, il est dans le registre, donc il pensait ». Donc ça peut être directement par la base qui est faite, soit éventuellement vous pouvez vous mettre des alertes. Nous on a un logiciel patient sur lequel moi je mets une alerte, ce qui permet quand je suis en cystoscopie de voir patient qui est intégré. Il faut penser à lui refaire le test de suivi. Mais ça après c'est des petites choses, on va dire la petite cuisine interne de chacun. Ça reste très simple, il faut juste y penser. Et une fois que vous allez avoir fait quelques patients, en fait ça va devenir du classique et du suivi parce qu'en fait on a pas beaucoup de questions à se poser, c'est quasiment tous les patients qu'on voit sur la tumeur non infiltrante. Alors, une fois de temps en temps, vous allez inclure un patient et en fait, la résection va montrer que ce n'est pas une tumeur ou c'est une tumeur bénigne, mais ça, c'est des cas assez anecdotiques, mais tout le reste des patients va pouvoir intégrer ce registre. Et donc, ça, c'est la base que vous pouvez voir donc, du registre sur lequel vous allez implémenter les patients et où on pourra éventuellement vous redire les éléments qui manquent au dossier du patient ou alors au moment où il y aura le test où il faudra rajouter pour pouvoir suivre ces patients. Donc, ça, c'est pareil. Il y a les arcs qui sont à disposition. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui ne doit pas inquiéter, notamment dans les endroits, dans certains libéraux qui seraient tout seuls, qui se disent ça va peut-être être une grosse charge de travail. Non, en fait, le registre a été fait pour qu'il y ait du monde aussi, pour que tout le monde puisse participer. Et ça, c'est important de le rappeler, ce n'est pas des heures de travail. Ça ne change rien du tout dans votre pratique quotidienne. Il faut juste penser à inclure les patients. Et après, de toute manière, le monitoring, tout ça, c'est des choses qui sont encadrées et qui permettent de simplifier grandement les choses. Et donc, l'importance des rappels, donc voilà, peu importe les logiciels patients que vous avez, peu importe si vous restez que sur la base du registre, mais il faut se mettre une alerte, il faut y penser, et ça, c'est pour le suivi surtout. Pas oublier, parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir beaucoup de patients, certains n'auront peut-être pas eu le test, et donc pas besoin de faire le test initial, pas besoin de faire le suivi, mais tous ceux qui ont eu le test initial, il faut qu'on ait ce suivi important. Merci beaucoup, Priscilla, c'était extrêmement clair et
plein de précieux conseils parce que c'est toujours très simple en théorie, mais leur faire est pas de bonnes intentions et il y a plein de petits détails auxquels il faut faire justement très attention. Et donc, grâce à tes conseils, je pense qu'on va permettre à plus de patients de pouvoir à leur tour contribuer au registre sur les tumeurs de vessie, l'infiltrant muscle. Alors, pour garder quelques take-home messages, quelques conclusions les plus importantes de ce petit webinaire que vous pourrez revoir sur Urofrance, sur la page dédiée au registre et notamment sur celle dédiée au test Urodiag qui est fait en partenariat avec les laboratoires Cerba. L'intérêt de cette évaluation, hein, encore une fois, ce n'est pas une lubie de quelques chercheurs dans une obscure faculté de médecine, c'est un besoin pour la santé publique de nos patients de pouvoir éviter ces examens fibroscopiques qui, en plus de ça, ne sont pas forcément ce qui est le plus rentable en activité tant libérale que hospitalière, pour ne faire que les fibroscopies qui donneront lieu vraiment à une indication opératoire, donc les fibroscopies utiles. Et sachez, encore une fois, combien l'AFU a reçu le soutien de la Haute Autorité de Santé pour mener ce travail, ce qui fait que vous êtes vraiment dans les clous lorsque vous participez à ce registre et qu'il n'y a aucune question à se poser en termes de modalité de fonctionnement. C'est parfaitement clair et transparent et Priscilla vous l'a rappelé. Il faut, et c'était le deuxième point que nous a parfaitement expliqué, encore merci Marie-Madeleine Coudet, c'est bien connaître les conditions optimales de réalisation de ces biomarqueurs, parce que ce sont des biomarqueurs qui peuvent être faits avec beaucoup de cellules. On étudie les cellularités, un peu comme nous, urologues, on a maintenant l'habitude avec les BRCA sur les cancers de prostate. Il faut beaucoup de cellules pour pouvoir faire un testing BRCA. Il faut beaucoup de cellules pour pouvoir faire un testing cellulaire sur des urines, et donc des urines plutôt du matin concentrées. Pas les mêmes urines que pour le CBU où on a fait boire beaucoup de patients pour qu'il ait une grosse envie d'uriner. Ce n'est pas le bon moment pour faire le test, mais ça reste tout à fait du soin courant. Et puis enfin, permettre à tous les patients d'évaluer les biomarqueurs grâce au conseil de Priscilla, c'est chacun sa cuisine, comme elle l'a dit, mais en aucun cas, ça ne doit vous dégoûter de vous mettre au fourneau. C'est très simple, ça crée du lien dans les équipes parce que finalement, on se rend compte que à qui va en mettre le plus dans le registre de façon à faire progresser au plus vite le progrès médical pour les patients. Et donc, c'est une façon supplémentaire de diversifier son exercice. Tout urologue peut le faire, c'était vraiment le choix de la mandature précédente de l'AFU lorsque le registre a été lancé, c'était de faire quelque chose qui soit accessible à tous les urologues, quel que soit leur mode d'exercice, quel que soit l'endroit où ils exercent sur le territoire, de façon à ce que tous les patients donc, qui fréquentent, qui bénéficient de l'expertise de ces urologues puissent avoir à leur tour une évaluation des tests pour avoir des données représentatives de l'ensemble des patients pour, à terme, se débarrasser des fibroscopies inutiles, pas de celles qui servent à prévoir les résections, mais à celles qui ne servent qu'à rassurer les patients au prix de douleurs urétrales. Donc encore un grand merci à toutes les deux pour votre participation à ce webinaire. Et je vous rappelle que vous pourrez le retrouver en replay sur Neurofrance. Avant de vous quitter, nous allons voir si vous avez quelques questions. Alors, c'est écrit petit, je me rapproche. Question sur la possibilité de réaliser les tests à domicile. Est-ce que donc le flacon peut être remis à domicile et le test le fait à domicile? Tout à fait. Il est tout à fait possible que le patient passe en amont à son laboratoire classique, qu'il récupère justement le petit flacon pour pouvoir, comme on le disait, le plus important, c'est de récupérer les premières urines du matin. Donc, comme ça, il peut le faire tranquillement chez lui, récupérer. Alors, souvent, on pose la question parce que les prélèvements d'urine, souvent, se font plus sur les OCBU ou autres. Quand c'est les petits pots stériles, c'est des petits pots de 60 ml. Très clairement, c'est petit. Si vous avez la possibilité de leur donner des pots de 120 ml qui sont des pots pour les coprophagies, c'est quand même beaucoup plus simple parce qu'il faut imaginer que le patient est obligé de changer de pot au milieu parce que il nous faut quand même un minimum de 80 ml. Donc, bon, il est obligé de remplir le premier, puis il passe au deuxième. C'est quand même pas les plus aisés. Si vous avez des pots de coprophagie, franchement, moi, c'est un conseil, donnez-leur ces pots-là. Au moins, ils n'auront pas à changer. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Deuxième question, à laquelle tu as déjà un peu répondu, Priscilla. Qu'est-ce qui se passe si le test est non contributif? Puis-je quand même un peu le patient? Alors, si jamais le test n'est pas contributif, en fait, le patient va être inclus, si on veut, dans la base initiale. On a fait un test, mais ce test, on ne va pas pouvoir s'en servir et donc on ne pourra pas avoir, comme on a besoin du T0 pour ce test, on
pourra pas faire les tests de suivi. Donc là, ça ne servira à rien de les faire parce qu'en fait, il n'y aura pas d'analyse possible. Et comme on disait, il faut utiliser les ressources à bon escient et donc plutôt se diriger pour un autre patient. D'accord. Et la possibilité de faire le test, du coup, dans ta structure, tu as fait comment en pratique pour pouvoir le faire dans ta structure? Alors, si jamais on voit que le test n'est pas contributif en amont de la résection, dans ces cas-là, on peut demander si jamais on peut avoir, nous, des pots et en fait, essayer à ce moment-là de faire le recueil, nous, avant le geste et l'acheminer rapidement avec notre circuit habituel au laboratoire. Et là, on peut récupérer les choses. D'accord. Ça, c'est un point important parce que c'est vrai que ça arrive, hein, on l'a vu, que tous les laboratoires ne soient pas au courant des bonnes consignes malgré la note d'information et que le test soit non contributif. Et le fait que l'urologue puisse récupérer la situation en faisant le prélèvement finalement au bloc opératoire, mis au frigo, envoyé par le conseiller, circuit habituel, au laboratoire. Et donc, on appelle dans ces cas-là le laboratoire Cerba pour que le flacon soit bien orienté. Il y a toujours en pratique qui est l'interlocuteur bien identifié. Qui effectivement peut tout à fait aider au parcours quand il y a besoin de rattraper un patient parce que ça arrive de temps en temps qu'effectivement on se retrouve avec des prélèvements soit accidentés, comme tu disais, soit effectivement trop petit volume, soit un patient qui très clairement n'a pas recueilli la première heure du matin, très peu quand le prélèvement a été effectué à 10h30. Voilà. Ou alors effectué effectivement, comme vous disiez, en même temps qu'un ECBU avec un patient qui se force à boire pour être sûr d'uriner et malgré tout, ça dilue énormément. Autre question, alors des inquiétudes, mais tu nous l'as dit Priscilla, il n'y a pas lieu d'en avoir. Est-ce à moi de remplir la base de données? Alors non, c'est justement en ça qu'il faut vraiment insister, c'est qu'en fait, alors vous avez la possibilité, si vous avez envie, de remplir la base de données, mais sinon, il y a du temps d'arc prévu par patient que vous allez inclure, et donc ça, au moment de la mise en place de l'étude au sein de votre centre, ça vous sera réexpliqué, et il y a ce temps qui est dédié où une fois que vous avez la liste des patients que vous allez inclure, si vous n'avez pas le temps de faire le recueil, pas le souhait de le faire vous-même, il y a des arcs qui seront là pour colliger les données et remplir cette base. Et une question qui vient d'apparaître, avez-vous des retours des autres tests que vous avez mis en avant sur le début du webinaire en comparaison avec Urodiag? Alors, c'est une excellente question méthodologique. Le but n'est pas de comparer les marqueurs entre eux, le but est de comparer les marqueurs à la fibroscopie, puisque l'objectif, c'est que chaque biomarqueur puisse montrer qu'il est capable de remplacer la fibroscopie. Ce n'est pas un concours du meilleur biomarqueur, c'est le concours de quel biomarqueur arrivera le premier à remplacer la fibroscopie pour le plus grand bénéfice des patients. Mais celui qui arrivera le deuxième avec la même preuve d'efficacité n'aura pas de raison de ne pas se voir lui aussi considéré positivement par la HAS qui nous a dit clairement que son but n'est pas que les tests ne soient faits que par un seul endroit et une centralisation compliquée pour les patients, mais au contraire une mise à disposition sur l'ensemble du territoire. Imaginez qu'il faille aller uniquement dans les laboratoires du réseau X ou Y pour faire un PSA en France, pour le cancer de la prostate, ce serait juste impossible. Donc le but du registre n'a pas du tout été conçu pour comparer les biomarqueurs entre eux de façon à en élire un qui serait supérieur aux autres, mais vraiment pour pouvoir rendre disponible à tous les biomarqueurs qui auront fait la preuve de leur efficacité en termes de valeurs prédictives négatives et valeurs prédictives positives, eh bien, les données nécessaires et suffisantes aux yeux de la HAS pour pouvoir être pris en charge dans la nomenclature traditionnelle. C'était donc la dernière question. On arrive au terme de ce webinaire. Donc, encore une fois, un grand merci à vous deux. Merci. Encore une fois, un grand merci à vous à distance de vous avoir suivis et on se revoit quand vous le souhaitez sur Urofrance, le site de l'Association française d'urologie, urofrance.org et vous allez dans la rubrique recherche, le registre TV Nimafu et vous retrouverez cette vidéo et nous restons avec l'équipe du registre à votre disposition pour tout complément d'information. Bonne journée à vous.